Je suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel. Je suis essentiel, je suis essentiel. Je suis essentiel. Nous sommes lundi matin sur les ondes de Radio Campus 106,6 et comme tous les premiers lundis du mois, eh bien c'est l'heure de Tous Essentiels. Tous Essentiels, une émission présentée par Virginie. Bonjour Virginie, ça va bien ? Bonjour, et puis animé et musicalisé par Max. Ça se dit ? On peut dire ça. Oui, ouais. maintenant ça se dit. Mise en illustration sonore. Oh, c'est beau. Eh bien, aujourd'hui, on a une émission un peu spéciale. Figure-toi que nos invités ne sont pas en plateau parce qu'ils ont déjà été enregistrés lors d'une table ronde, une conférence sur le revenu de base qui a eu lieu à Lille le 17 octobre. Tu sais ce que c'est le 17 octobre ? Non, mais tu vas me le dire. Mais oui. Alors, qu'est-ce qui se passe le 17 octobre ? C'est la journée internationale de lutte contre la misère. D'accord, effectivement. Voilà. Et cette année, on a organisé une table ronde avec quelques personnes qui s'impliquent directement auprès d'autres personnes qui sont impliquées directement dans la misère. La précarité, voilà, misère, pauvreté, précarité, on va mettre un petit peu tous ces mots-là sans forcément rentrer dans les détails. Et l'objectif, c'était de donner la parole, de mesurer un petit peu de façon en même temps locale, puisque c'est des intervenants dans la métropole lilloise, et en même temps globale, parce que c'est tellement révélateur d'une situation qui dépasse largement nos frontières. Donc voilà, on vous emmène aujourd'hui à la découverte des différentes entrées de la misère, de la pauvreté. Et on conclura sur qu'est-ce qu'un revenu de base apporte dans les expérimentations. Peut-être pour donner un contrepoint intéressant et qui pourrait ouvrir un peu d'espoir à tout ça. D'accord. Et donc cette conférence, cette table ronde, c'est toi qui l'animais ? Oui, c'est moi qui l'ai animée avec l'association Prune pour un revenu universel Nord qui est né l'année dernière à Lille et qui est qui est allié au mouvement français pour le revenu de base, mais de façon plus locale. Donc voilà, si ça vous intéresse de nous rejoindre, bienvenue. On se rencontre tous les deuxièmes mardis du mois au Café Citoyen de Lille à 19h. Donc welcome pour s'informer, pour débattre, pour apporter votre témoignage, vos réflexions et puis agir. Voilà, on fait autant d'éducation populaire que de lobbying local. Parce que nous aussi, on a le droit de faire du lobbying. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors dis-moi, qui va-t-on écouter pour commencer tout ça ? Alors, on va écouter d'abord Bernard van der Buchen, qui est bénévole à ATD Carmonde. Et il va nous expliquer d'abord ce que c'est qu'ATD Carmonde, comment c'est organisé, parce qu'il y a vraiment des spécificités dans cette association. Et aussi leur position par rapport à l'idée d'un revenu de base, puisqu'ils sont assez impliqués dans des expérimentations. Eh bien, allons-y, c'est parti. Je m'appelle Bernard Vandenbunter et je parle au nom d'ATD Carmonde. Donc, je veux d'abord vous remercier de cette invitation. On a été très touchés que vous ayez repéré qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Et aussi, j'ai touché que vous avez dit au tout début que Victor Hugo, il disait qu'on pouvait éradiquer la misère. Eh bien, c'est justement l'objectif du mouvement ATD Carmonde. Ça tombe bien. Tout simplement, c'est d'éradiquer la misère. Donc c'est un mouvement qui est né dans un bidonville à Noisy, qui était fondé par le père Joseph Brzezinski. Et une des caractéristiques de ce mouvement, c'est la conviction qu'on peut éradiquer la misère en se basant sur des connaissances solides. Les connaissances d'abord des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté et donc qui sont sur le front tous les jours pour lutter contre la pauvreté. Deux, les compétences des professionnels et ensuite les compétences académiques des chercheurs. Alors, comment ? Et c'est le mouvement, depuis des années, a expérimenté un dialogue avec l'université, avec des chercheurs, avec des professionnels, et dans les différents domaines, que ce soit l'école, le travail, l'écologie, la culture, on travaille en carrefour, le croisement des savoirs. Je ne vais pas parler de ça. Donc, si vous voulez, se baser sur des connaissances solides. Alors, vous avez
tiré le fil, vous avez parlé de revenus, hein, et donc vous avez montré comment, en tirant le fil du revenu, eh bien, on parlait, on améliorait aussi la condition psychologique des personnes, enfin toute une série de la dynamique économique, voilà, donc on pouvait agir sur différents aspects. Simplement, je voudrais commencer mon intervention par dire que donc, pour combattre la pauvreté, pour l'éradiquer, il faut bien la connaître. Et donc, il y a eu tout un travail de recherche qui a été fait avec des chercheurs, avec des professionnels et des gens qui connaissent la pauvreté dans 6 pays différents dans le monde, avec une université, pour caractériser les dimensions de la pauvreté. Et donc, ce qui est au cœur de la pauvreté, c'est la perte du pouvoir d'agir, le fait qu'on dépend de la volonté des autres, et on n'a pas le droit voilà, on est complètement dépendant. Hein. Ça, c'est le cœur. D'où il en sort une souffrance psychologique, vous l'avez évoqué. Hein. Et puis aussi, il y a aussi un combat et une résistance quotidienne. Hein. Il faut faire face, et donc il faut être inventif, il faut être créatif pour survivre, pour donner de la nourriture à ses enfants. Donc voilà, ça c'est le cœur de l'expérience. Après, il y a toute une série de dimensions qui sont relationnelles. C'est d'abord le fait que les compétences qu'on peut avoir ne sont pas reconnues. Le savoir qu'on a n'est pas reconnu. Ensuite, il y a la maltraitance sociale, le fait, voilà, on dit ça c'est les cassos, voilà, vous voyez, donc, et la maltraitance institutionnelle, c'est d'ailleurs ce sur quoi on se focalise depuis 2 ans, à l'occasion enfin, il y a une campagne pour dénoncer la maltraitance institutionnelle, qui concerne tout le monde. Enfin, les points un peu standards, vous allez dire, voilà, aujourd'hui, pour remplir un papier, vous passez par le téléphone, enfin, je veux dire, on n'est pas paumé, enfin, voilà, donc, voilà. Mais pour les personnes en situation de pauvreté, je ne vais pas répondre là-dessus, mais c'est vraiment la galère. Voilà. Donc toute une dimension. Donc je vais parler du cœur de l'expérience de la pauvreté, hein, des dimensions relationnelles et puis des dimensions plus classiques qui sont effectivement un revenu insuffisant, des privations matérielles et sociales et puis un manque de travail décent. Voilà. Donc, et vous avez montré qu'effectivement en agissant sur le revenu, on agissait sur d'autres choses. Mais il y a quand même ce point central qu'on voudrait signaler, c'est la déposition du pouvoir d'agir, hein, qui vous avez évoqué quand même un peu. Et puis les connaissances qui ne sont pas reconnues, le manque de connaissances qui ne sont pas reconnues. Donc effectivement, si vous voulez, en fait, hein, lutter contre la pauvreté, c'est pas uniquement une question de revenus, hein, c'est aussi d'autres choses. Alors, et nous aussi, là, pour connaître, eh bien, il faut expérimenter. Donc le RMI a été expérimenté dans la Bretagne dans un premier temps. Il y a une extension qui a été faite beaucoup plus rapidement qu'on ne l'envisageait. Ensuite, il y a eu toute une expérimentation autour du travail. Hein, dès le départ, hein, dans le bidonville, je vais vous raconter l'histoire, mais ils ont voulu créer du travail, hein, pour les personnes. Donc, ça a été une entreprise une entreprise s'appelle Travailler et apprendre ensemble, pour montrer qu'il n'y a personne qui est inemployable. Et puis aujourd'hui, une expérimentation, vous avez entendu parler, c'est Territoires zéro chômeur de longue durée, qui se concrétise ici dans le Nord, hein, depuis bientôt 10 ans, à Los-les-Oliveaux, et dans le cadre d'un Tourcoing, quartier de Menin, puis voilà, et puis... pardon ? Oui, bien sûr, FIV, voilà, je ne remets plus. Donc aussi sur l'école, autour de l'école, enfin des expérimentations. Encore une fois, des expérimentations qui associent des gens qui ont l'expérience de la pauvreté, des enseignants, et l'éducation nationale et des chercheurs. Et si vous voulez, et à ATD, on dit que ce travail-là, eh bien, ça bénéficie à tous. Vous voulez, dans beaucoup d'associations, il y a les bénéficiaires, les publics et les bénévoles. Nous, on n'est pas comme ça du tout. Nous, on dit, eh bien, d'abord,
tout le monde sera bénéficiaire de ça. Si vous voulez. À Territoire Zéro Chômeur, eh bien, on réinvente un travail, si vous voulez, un travail un travail décent, un travail qui part des compétences. Vous avez aussi évoqué un peu ça, partir des compétences des personnes, partir des savoirs des personnes, partir des compétences des personnes. Et c'est tout à fait remarquable de voir, si vous voulez, les résultats, ces expériences vraiment des gens qui revivent, quoi, je veux dire, et puis de calculer le coût que ça a. De créer un emploi comme ça par rapport aux autres systèmes qui étaient censés permettre l'emploi, comme par exemple on a retiré, diminué la TVA sur la restauration pour créer des emplois. Bien, quand on regarde le coût de ça et puis le nombre d'emplois qui ont été créés, voilà, ça coûte 5, je ne sais plus quand le chiffre, ça coûte beaucoup plus. Donc voilà. Donc si vous voulez, alors typiquement pour conclure, enfin sur le RSA, eh bien sur le revenu universel, il est certain que le RSA, eh bien il y a toute une stigmatisation du RSA, et puis un contrôle social, avec aujourd'hui voilà. Donc le revenu universel, donc effectivement va gommer cet aspect-là. Alors bien sûr, il faut que ça permette une vie digne, et vous l'avez évoqué, Claire. Il y a quand même un point qui reste de dire, voilà, maintenant, les personnes disent, maintenant, on dit, voilà, vous avez maintenant des sous, on ne veut plus vous entendre. Et donc, il y a ce souci, enfin vraiment, de pouvoir travailler. Et puis, je rappelle quand même que quand on regarde les statistiques, eh bien, il y a à peu près 3 millions de personnes qui sont en privé d'emploi, et il y a 200 000 offres d'emploi non pourvues. Donc ça veut dire qu'il faut créer des emplois. Vous voyez. Alors, on va discuter travail-emploi. J'entends bien. Je veux dire ça, c'est pas bon. Voilà. Mais si vous voulez, si vous voulez, c'est quand même l'autre. Enfin, il y a quand même ce sentiment par le travail de réintégrer le monde social, si vous voulez, et ça c'est extrêmement important, si vous voulez. Donc voilà, et tout enfin, si vous voulez, le mouvement. Si vous voulez, en gros, j'ai terminé sur ce plan. Je ne sais pas trop long. Si vous voulez, le mouvement, eh bien, on agit sur le terrain. Avec les personnes, il y a des volontaires permanents, des salariés, donc avec les personnes, ça a commencé dans les bidonvilles, dans les quartiers, voilà. Il y a des personnes comme moi, je veux dire, qui connaissent pas qui n'ont pas connu la pauvreté, mais qui sont alliées dans le mouvement. Et puis il y a les personnes au centre qui sont les premiers, c'est les personnes qui ont l'expérience de la pauvreté, qui sont les militants. Et donc on agit localement sur le terrain, on agit au niveau politique, puisque on agit aussi au niveau de l'opinion, des idées reçues, combattre les idées reçues, parce que Dieu sait si les idées reçues sont nombreuses, voilà. Donc voilà, et on essaie d'agir, toujours ensemble, parce que on est peanuts à TD Carmonde. Donc, si vous voulez, donc on emmène dans la réflexion des autres associations. On fait partie du pacte du pouvoir de vivre. Voilà, et voilà. Donc, si vous voulez, on se dit vraiment que et c'est tellement riche. Enfin, si vous voulez, moi, j'ai travaillé dans la recherche et j'ai travaillé avec des physiciens, des biologistes, et je sais comme c'est compliqué d'avoir des vocabulaires différents, des repères différents, mais c'est très riche. Et si vous voulez, quand on mélange des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté et des gens qui ne l'ont pas, des gens, et c'est extrêmement, c'est difficile, il faut du temps, il faut se comprendre, il y a tout un protocole, et surtout sur des gens qui n'ont pas l'habitude de parler. On met ensemble des gens qui, et puis on dit voilà, on discutez, faites intelligence collective. C'est ceux qui ont l'habitude de parler qui parlent. Et puis il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont rien à dire. Et voilà. Donc voilà. Donc si vous voulez, il y a tout un. Je ne vais pas rentrer là-dessus, mais il y a vraiment tout un protocole qui est amélioré au fur et à mesure, qui est validé, enfin, de croisement des savoirs, de tissage des savoirs, disent les Canadiens. C'est si joli. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Et vous remercier encore une fois. Merci beaucoup.
Qui est-ce qui veut prendre la suite ? Et voilà, on vient d'entendre un militant d'ATD Quart Monde et j'ai envie de... Donc d'abord, vous avez entendu l'ambiance. Donc c'est l'ambiance du Café des Sarrasins qui reçoit régulièrement des associations et des rencontres militantes. Donc je les remercie. Et ATD Quart Monde qui a une position assez ouverte par rapport aux revenus de base, comme il a dit, une position par rapport aux expérimentations. Donc, en même temps, donc voilà, ils veulent expérimenter et en même temps, le fait de travailler avec nous, ça nous oblige à voir un peu plus large la notion de misère ou entre guillemets, je mets des guillemets, de pauvreté. Quelqu'un de pauvre, c'est juste quelqu'un qui est appauvri par l'organisation dans laquelle il vit. Donc voilà. Et là, maintenant, on va écouter Corentin Desfontaines, qui est militant au DAL, qui est le droit au logement à Lille. Donc c'est aussi un collectif qui s'organise. Là, plus spécifiquement, il va nous l'expliquer sur toutes les questions du mal logement, du non-logement, etc. Rien à voir avec les lentilles, donc. Non. Ok. Non. Merci Max pour ton intervention. Un peu compliqué. Et donc, pour revenir là-dessus, je rappellerai juste à toutes fins utiles que dans la MEL, on compte entre 4 et 6 000 personnes sans abri pour environ 40 000 équivalents logements vacants. Et là, je ne parle pas de la location privée, puisqu'à priori, on ne va pas rendre farouche tout le monde autour de cette table, mais je parle ne serait-ce que de la cité administrative, l'ancienne cité administrative à Lille, qui compte entre 30 et 40 000 mètres carrés. On pourrait loger 400 familles. Je parle des anciens lycées qui sont laissés à l'abandon. Je parle de l'ancien Crous, rue de Douai, des bâtiments publics que le préfet, par ordonnance circulaire, peut demander à ouvrir pour loger des personnes dans la précarité contre, et je le précise bien, un bail précaire. Ces personnes ne sont pas logées à titre gracieux, et ils vont payer quelque chose. Et c'est pour leur permettre de se retourner. Par ailleurs, on compte, du coup, pas en compte, mais on a une crise du logement qui s'aggrave. Comme j'ai dit, on a des expulsions, des HLM de plus en plus vieillissants. Dans le parc lillois, on a des logements qui datent des années 70, qui sont en manque criant de réhabilitation. Moi, je pense il y a 200 mètres d'ici, il y a la résidence d'Arcole, qui est prise au vent et dont les personnes ont beaucoup de mal à chauffer. LMH, qui est donc le bailleur de ces logements sociaux à Lille, qui est connu par certaines ici, je pense, fait la sourde oreille, comme bien souvent font les logements sociaux, ce qui renvoie aux personnes, aux usagers de ce service, un manque de dignité qui était évoqué tout à l'heure, un manque de considération, comme si leur problème n'était pas de réels problèmes, alors qu'on parle de logement, qui est encore une fois, je le répète, mais un droit et un besoin fondamental. En parlant de LMH, je voudrais continuer, et j'ai bientôt terminé, je conclurai bientôt, mais sur la privatisation rampante de nos organismes de HLM, LMH en fait partie. Un tiers de LMH a été cédé à la Caisse des dépôts et consignations. Pour que vous compreniez ce qui se passe derrière ça, la Caisse des dépôts et consignations a apporté une somme au capital de LMH qui lui permet d'acquérir en proportion les mètres carrés que possède LMH, autour de 200 à 300 euros du mètre carré. Voilà, vous êtes propriétaire, vous savez très bien que c'est 10 fois inférieur au prix moyen qu'on trouve sur le marché. Il y a des enjeux de corruption autour de ça. Je vais citer personne pour éviter les plaintes en diffamation, mais je pense que certaines personnes voient à qui je pense, notamment à la MEL. On a construit de plus en plus de logements intermédiaires, c'est-à-dire des logements qui sont dits HLM, mais qui sont réservés à une catégorie de la population qui est plus considérée comme de la classe moyenne, voire classe moyenne supérieure, aux dépens des ménages les plus modestes et précaires. Les logements très sociaux représentent que 1/5 des constructions actuellement en France. Et je terminerai sur un point, c'est l'action du DAL, donc le droit au logement, notre association. Notre objectif est de constituer des collectifs de locataires pour exiger des réponses de la part des bailleurs, exiger des travaux, exiger qu'ils respectent le droit. Vous parliez du clos et du couvert par rapport à votre appartement auquel on vous a volé vos portes et vos fenêtres. Eh bien, certains bailleurs sociaux ne respectent pas ces obligations qui sont pourtant le b.a.-ba de la location. Nous, on s'organise par manifestation, rassemblement, interpellation des pouvoirs publics. On est à partisans, à religieux. Et notre action est faite au niveau national. On est une confédération. Nous, on est le comité de Lille. On vient de se reconstituer après 7 ans d'absence. Et donc, encore merci pour l'invitation. L'espérance était de 40 ans, aujourd'hui, plus atteint, comme la vie avec cette roche qui l'a baptisé, Mozart, Chopin,
Retiens la nuit. Für uns zwei, bis ans Ende der Welt. Personne n'en sort, osez lui dire, Alzheimer, lui sans illusion, bien comprendre, vraiment savoir, se dit que c'est bras, écorché le nom de cette maladie qui va lui faire tout oublier. Baptisé de l'ironie, spécialement, l'assassine s'est rappelé. Alors, honorer ses défauts, que c'est les affaires de cette famille, pour les enseigner le reste du isolé des autres, et m'a ressemblé bien les premiers efforts. Quand il essaie de suivre la télévision, chaque jour, ce qu'il a appris la veille. Par contre, il ne va pas se leurrer, différent des autres. Alors, c'est vrai que si ça m'énerve, il y a toujours parfois des vieux souvenirs sont restés intacts. Chaque jour, il supplie dans son cœur, les gars du bon travail, il se souvient de la joie de son lorsqu'à la semaine c'est de 40 heures, 1936. Chaque jour, quand on se voit cette personne à la sécurité sociale, ils faisant payer des franchises, il se souvient encore de 145 heures, les inscrits le nombre de d'heures pourtant cotisées. Chaque jour, on a remplacé la responsabilité sociale par l'expression d'heures supplémentaires. Mais il se souvient pas vraiment sans installer la preuve 4 semaines de congé. Il oublie que chaque jour, on parle de plus l'âge de la retraite. Il se souvient de la sienne, il a pris la sienne, cela ne faisait que quelques années, il en sont sortis de 60 ans. Et puis chaque jour, il oublie que Nicolas Sarkozy a été élu président. Mais il se souvient très bien quand ils ont pris 2 ans de modèle social français. Chaque jour, Nicolas Sarkozy a été président et chaque jour que Nicolas Sarkozy a été élu président. Alors, lorsqu'il entend
choisira un plan national avec un dernier référendum et se réjouit d'être suffisamment recherché à ce que la chose sociale. Il espère même que c'est un livre possible parce que s'il ne reste rien de ce qu'il connaissent, au moins il laisse tout oublier. C'était les mêmes sur le livre sur le poursuivi sur le qui aurait samedi et qu'il avait été en prison. Parce qu'en fait, les gens ont oublié tout ça. Je te propose de jouer très vite, ça va très vite. Il vient de sortir un livre sur ces quelques jours en prison pour dire à quel point ça la prison. Ça s'appelle une introspection. Par cœur, j'ai cœur reçu là-bas Serge Avier, militant convaincu, dans l'association Geste le chômage, contre le chômage, et qui va nous expliquer le terrain des chiffres, mais aussi des exemples concrets pour qu'on puisse prendre ces chiffres humains et aussi l'espoir assez de cette connaissance de terrain comme un outil rapide, réaliste et super. Président de l'association Agir contre le chômage, national et régional. Donc nous, ces débats-là, on les a continuellement. Donc je réfléchissais hier soir chez moi en pensant à cette réunion d'aujourd'hui. Encore une journée mondiale de refus de la misère. On va en faire combien pendant encore combien d'années avant que les droits fondamentaux soient reconnus pour tout le monde. Le droit de se loger, de travailler, d'avoir assez d'argent pour pouvoir se nourrir, se loger et tout. Et je regardais les articles 23 et 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout est dedans. L'article 23 dit le droit au travail, le libre choix de son emploi. Le libre choix, pas être exploité, humilié comme dans les kebabs, tout ça et tout. Bon. Et pour l'article 25, c'est le droit à un revenu décent pour vivre, pour se loger, se soigner, s'habiller, etc. On en est encore loin. On s'en éloigne de plus en plus, tous les jours. Tous les cas qu'on voit. Une fois, je recevais un gars, un jeune, il vient me voir, il dit « Voyez, monsieur Abbé, je voudrais travailler, mais bon, mais je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, j'ai du mal à m'exprimer. » mais je sais faire plein de choses. Et alors il m'avait dit, ça m'avait marqué, vous voyez, j'ai 2 mains, j'ai 10 doigts, je sais faire plein de choses, mais on ne me donne pas de travail. C'est choquant un témoignage comme ça. Bon, alors j'ai envoyé à TD Carmonde pour qu'on l'aide, tout ça et tout. Bon, je vais avec Pôle emploi à l'époque, mais quand on a des situations comme ça qui nous arrivent, un jour, il y avait une expulsion à Villeneuve-Castres qui était programmée, c'était un gars. L'adjointe au logement m'appelle, dit écoute Serge, faut que tu vas au quartier du Pont-de-Bois, il y a un gars qui vit tout seul, on n'a aucune nouvelle de lui et tout. Le bailleur, les huissiers vont arriver lundi matin pour le coup de dehors et tout. Est-ce que tu peux faire une enquête sur le quartier, tout ça? Bon, donc j'y vois, t'inquiète pas Daniel, c'était l'adjointe au logement, je dis je vais y aller. Donc je me rends rue du Barreau, le Pont-de-Bois, je regarde, alors moi, ma fixation c'est les boîtes aux lettres. J'étais facteur, donc je regarde, et puis tout d'un coup je vois une boîte aux lettres qui déborde de trucs. Je dis là, donc je tape à 2-3 portes, je dis vous connaissez le gars, sa boîte aux lettres? Oui, la personne me fait oui, c'est le monsieur là, c'est un malheureux, tout ça. Bon, oui, d'accord, j'ai compris. Donc je tape à sa porte, j'ai tapé plusieurs fois, puis tout d'un coup il m'ouvre, je vois un gars complètement paumé, perdu, je dis je peux te voir un peu pour qu'on discute. Bon, je lui ai expliqué qu'est-ce qui lui est arrivé, parce qu'il était hors sol. Bon, j'ai dit, tu sais, lundi, tu risques d'être dehors. On est là pour t'aider, avec le comité anti-expulsion, on va tout bloquer. On a tout bloqué. On a dit aux huissiers, vous n'avez plus rien à faire ici, dégagez. Donc l'adjointe au logement, elle a téléphoné aux bailleurs sociaux et tout, donc ils l'ont pris en main. Mais si l'adjointe au logement ne nous avait pas appelé pour dire va voir ce qui se passe, parce qu'il répondit plus à aucun appel. On a vu un gars complètement paumé, perdu,
Bon, il y avait un peu de revenus et tout, mais bon, et puis ils se voyaient, bien entendu. Donc si l'adjoint au logement ne nous avait pas avertis pour qu'on fasse le barrage et tout, pour que l'huissier ne vienne pas le mettre dehors avec les déménageurs, le serrurier et tout, ben, il serait dehors. Donc, l'huissier, il a décampé, on lui a dit, vous n'avez rien à faire ici, dégagez. Hein, voilà. Donc, les services sociaux l'ont pris en main et tout. Puis tout d'un coup, prévenu par la mairie, la famille arrive. Donc, j'ai dit, vous savez, si on n'était pas là, votre parent était foutu dehors, c'est sûr. Oui, mais comprenez, nous, on travaille. Hein. Ah, je dis, ça, c'est la solution. Hein. Et puis, votre parent, il est dans la merde jusqu'au cou, vous n'avez jamais le voir et tout. Si on n'était pas là, il était dehors. Hein. Ça aussi, c'est un problème. Le manque d'attention par rapport à ces gens-là qui vivent dans des situations et tout, qui sont complètement perdus et tout. Il n'y a personne autour d'eux et tout. Hein. Heureusement que l'adjointe au logement, elle a eu le bon réflexe de nous. Et tout. Un jour, on m'appelle. La copine, j'étais à la FSL à l'époque, elle dit Serge, il y a un couple qui dort dehors en même temps. La femme, elle fait une fausse couche. Oh putain. Alors, j'ai mis le couple à la mairie de Villeneuve d'Ascq. Alors, l'adjointe à la précarité, elle habite à Brigot, le quartier de Brigot. Elle dit oui, mais on ne peut pas mettre tout, la mairie de Villeneuve d'Ascq ne peut pas prendre toute la misère du monde. J'ai dit écoutez, il y a une femme qui a fait une fausse couche. Hein. Elle est en danger. Hein. Alors, j'ai appelé les Nord-Éclair et tout. Nord-Éclair me fait un article du tonnerre. Puis le lendemain, je retourne sur lui, puis je vois un mec en costume cravate. Je dis à Nicole, là, tu te connais? Non, donc, je ne sais pas. Il dit, je suis employeur, j'ai vu l'article, et je viens pour embaucher le putain, c'est la première fois que je voyais ça de ma vie. Un patron qui vient pour embaucher quelqu'un qui dort sur une tente et tout. J'ai vécu à ce moment-là, il y avait une petite entreprise pour faire, je sais plus trop quoi, ils venaient pour l'embaucher. Vous voyez, c'est tous ces cas-là que j'ai vus depuis, ça fait 35 ans que je milite. Hein, une expulsion, c'est tiré de la balle. À 6-7 heures du matin, j'en ai vu, je sais pas très bien. C'est tiré de la balle. Une fois une expulsion, le jour de la trêve hivernale, le 31 octobre, la femme, elle descend. Alors, il y avait le commissaire de police et lui sur mon appartement, on est arrivé trop tard. Je dis au lycée, au commissaire de police, vous avez une femme, des enfants? Je dis, ça vous fait rien ce soir, vous allez rentrer chez vous tranquille, vous allez dormir tranquille en faisant les jours dehors et tout. On fait notre boulot, monsieur. On fait notre boulot parce qu'il y avait un jugement du tribunal. Ces situations-là, moi je ne peux plus les supporter. Je ne peux plus les supporter. C'est inadmissible. Alors, je disais tout à l'heure, on va faire combien de temps des journées mondiales de refus de la misère? Les droits fondamentaux là-dedans, ils sont où? Tous ces politiques, vous voyez, hein, vous avez entendu qu'est-ce qui se passe, hein, tous les minima sociaux et tout vont être gelés en 2026, il n'y aura pas d'augmentation de salaire, des minima sociaux et tout, la paye elle va être diminuée et tout, mais on est où là? Oui, quand on va laisser faire? Alors il y a des associations comme le DAL, la CD Carbone, la CNL, tout ça et tout, on essaie de faire bouger les choses, mais les politiques sont sourds. Et ils ne reconnaissent pas le courage des gens qui sont à la rue et qui le matin se réveillent encore parce que nous, on serait complètement... c'est quelque chose qui... Alors nous, on a des revendications très fortes. Très très fortes. Nous, on est pour un revenu décent, garanti, sur la base du SMIC et un SMIC réévalué. On a souvent du débat entre nous et tout. On est tombé sur un accord de proposer ça, de mettre tous les minima sociaux à 1 000 € et augmenter le SMIC jusqu'à 1 600 ou 1 700 €. Parce que quand même, il y a des salaires du travail, il faut quand même... Et avec le maintien des droits annexes et connexes, ça veut dire l'APL et puis... On est très revendicatif et très dur dans les revendications. Mais il faudra bien sortir de cette merde de la misère sociale et qui touche de plus en plus de gens un jour ou l'autre. Hein. Bon, et bien sûr, nous on ne dit pas pas d'expulsion sans relogement. Nous c'est point, pas d'expulsion, point. Aucune expulsion, point. Parce que si on dit relogement, ça veut dire qu'on peut quand même expulser. Nous, c'est pas d'expulsion, point. Pas de radiation pour l'emploi, hein, un revenu décent. Donc, hein, tous les minima sociaux, le RSA, c'est 580 € par mois pour une personne seule. L'ASS, c'est 750 €. On peut vivre avec ça. Le minimum vieillesse, c'est 800, 900 €. Et la H, c'est 970 €. Hein. Tout ça, c'est... Et moi, un jour, j'avais dit à la Voix du Nord, le SMIC, c'est devenu un minimum social. Le journaliste, il me fait exagérer un peu. Il dit, combien tu gagnes à la Voix du Nord? Ah oui, t'as pas tout à fait tort. T'as pas tout à fait tort. Ah ouais. Donc vous voyez, on a une fourchette de revendications très, très forte, mais et on va, au moment des élections municipales, on va en parler dans tous les débats, les réunions publiques qu'on a, pour interpeller les élus. Hein. Et
À Villeneuve, pour les expulsions, il existe une commission de recours ultime. Donc c'est la meilleure. Quand le comité anti-expulsion s'était opposé à plusieurs expulsions, on a été voir le maire, on a dit écoutez, on peut plus jouer les pompiers à chaque fois comme ça et tout, il faut faire quelque chose. Donc le maire a mis en place une commission de recours ultime. Donc il y a le bailleur qui vient, c'est pour les bailleurs sociaux, avec une association de locataires, le locataire qui est présent, et avec le CCRS et tout. Et on trouve toutes les solutions. Je dis au bailleur, ici on ne parle pas d'expulsion, on parle de solution. Hein. Oui mais comprenez, non, lui arrêtez votre connerie. Donc avec on trouve des solutions et tout. Hein. Bon. Après c'est les gens, hein, et il faut que les gens font des efforts et tout. Moi j'accompagne souvent des gens au tribunal pour les procédures d'expulsion. La juge elle me connaît maintenant. Hein. Alors, chaque locataire passe 2-3 minutes pour expliquer sa situation et le bailleur explique. Bon. Et puis la juge décide. Bon, elle accorde des délais de paiement sur 2 ou 3 mois, 2 ou 3 ans, hein, en plus du loyer. Bon. Et la juge, j'ai discuté un peu avec elle, elle dit, vous savez, moi je suis juge, donc j'entends les deux parties, et après il faut que je prenne une décision. Hein, bon. Mais elle était très humaine, hein, j'ai bien discuté avec elle. Et quand tu vois tous les gens qui sont en impayés de loyer, qui vont au tribunal, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé et tout, ils sont convoqués parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils font là. Hein. Non mais c'est tous ces... Ça fait 35 ans que je milite, tous ces trucs-là, ça me heurte et tout. Parce que moi, alors un jour, BFM, je sais pas souvent sur BFM m'appelle dans les grandes gueules. Il dit, monsieur Hardy, on fait un débat sur les minima sociaux, est-ce que vous pouvez intervenir? Oui, on va vous balancer sur l'antenne. Oui, je dis, balancez-moi sur l'antenne. Hein. Donc il y avait Éric Brunet, journaliste d'extrême droite, qui me fait, oui mais monsieur Hardy, vous comprenez, les gens ils sont au RSA, l'assistanat et tout. Je dis, c'est quoi l'assistanat, monsieur Brunet? Donnez-moi le montant du RSA si vous le connaissez. Moi je le connais, donnez-moi le montant. Oui mais c'est pas mal et tout. En plus ils ont la CMU, ben je dis, montrez tout ça. Hein. Alors Jean-Jacques Bourdin, l'animateur, il dit « Calmez-vous, monsieur Abbé !» Mais je suis obligé de m'énerver quand j'entends des conneries pareilles. Des gens qui n'y connaissent rien, qui disent n'importe quoi dans les médias. Quoi. 580 € pour une personne seule pour vivre avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, l'emploi. Nous, on est pour... j'aime pas le mot travail. Je préfère l'emploi. Un emploi digne, avec les 3 D, digne, décent et durable. Nous, on est pour les 32 heures. Il y a les 35 heures, mais nous, on est pour les 32 heures et on est pour le partage du travail. Et le partage du richesse. Et qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. C'est une grande issue actuelle. On sait qu'il y a de l'argent dans les caisses, mais il faut le redistribuer. Et bien le redistribuer. Hein? Quand je vois Rachida Dati avec ses... L'autre jour, la députée qui dit « Oui, je m'achète des mots, parce que pour me présenter dans les médias, il faut que j'ai des habits très chers et tout. » Non, mais on rêve, là. Mais on rêve. Quand on voit depuis... Un jour, Jean-Louis Calens, au Secours Populaire, ils font le supermarché de la solidarité. J'étais voir sur place. Il y a la queue du métrofibre, hein, du local de Roucabanis jusqu'au métrofibre. Ça fait la queue. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est de ça? J'ai dit, mais on est où, là? C'est bien ce qu'ils font, hein. C'est bien. Donc, les épiceries solidaires, c'est bien. Mais c'est pas la vie, quoi. On doit avoir un revenu décent garanti pour vivre, pour pouvoir se loger, se soigner et tout. Hein. Alors, les franchises médicales, alors là, moi j'ai eu quelques problèmes d'hospitalisation. La Sécu m'a envoyé une facture de franchise médicale 180 €. Alors il y a une femme de la Sécu qui m'appelle régulièrement. J'ai dû prendre une mutuelle, moi je suis contre les mutuelles, parce que j'ai travaillé dans des assurances, mon premier emploi. Mon patron disait, ton boulot à toi c'est d'enrôler les gens. Ouais. Il ne m'a pas vu longtemps. Hein. Donc, j'ai été contre les mutuelles, j'avais un complémentaire santé solidaire. Comme je fais quelques heures dans la sauce, supprimé. Alors la femme de la Sécu, elle m'appelle, oui mais comprenez, vos franchises médicales, il faut les payer. Je dis, vous les aurez jamais. Et 180 €, vous les aurez jamais. On va vous saisir et tout. Bah, vous ne pouvez rien faire, c'est minimum billet, vous ne pouvez pas saisir. Non mais, les gens comment acceptent ça, des franchises médicales sur les médicaments pour pouvoir se soigner? Il n'y a personne qui réagit. Hein? Moi je suis, la TVA sur l'électricité va augmenter. Hein? Moi, je suis pour la suppression de la TVA sur les factures d'électricité, les produits des premières nécessités. J'avais dit à la bonne heure, on va essayer de faire une action sur la suppression de la TVA, parce que nous, on fait des opérations crédit dans les supermarchés. On fait une citadine, hein, et puis on va dans les supermarchés et on demande d'avoir rencontré le patron du magasin pour faire avoir un peu de denrées alimentaires et tout.
et on demande l'abrogation de la TVA sur les produits de première nécessité. Alors, un jour, je fais trop beau. Un jour, je faisais ça, une action, TF1 m'appelle, Monsieur Havé, vous êtes un Robin des Bois des chômeurs et tout. Il dit, écoutez, vos poteries, moi je suis serveur, je ne suis pas Robin des Bois. Donc, il dit, on peut faire un reportage avec vous là-dessus dans les supermarchés. Oui, qui venait. Donc, on est passé sur 7 avis, un magazine d'activité qui passe 13 une heure au dimanche soir. On est passé 13 minutes, un reportage de 13 minutes sur les actions qu'a dit dans les supermarchés. Je me suis fait incendier sur les réseaux sociaux. Oui, ce fainéant, ce voleur, etc. Il faut aussi convaincre l'opinion publique. On est tous d'accord sur les problèmes, les solutions à apporter et tout, mais c'est l'opinion publique qu'il faut convaincre. Si je peux me permettre, c'est que justement pour les gens, si les gens ne réagissent pas, c'est que pour les gens ils disent 5 €, wow, c'est pas grand chose. Mais quand on est au RSA et quand on regarde le reste à vivre, 5 €, c'est ce qu'on a pour se nourrir pendant une journée. Alors, les gens ne connaissent pas ce que c'est d'impôt. C'est ça. Les services sociaux, je me bagarre avec eux, parce qu'après tu as les mots. Caudron, il me dit un jour, toi te défends les mauvais payeurs, les mauvais coucheurs. J'ai écouté, monsieur Caudron, c'est quoi pour vous un mauvais payeur? C'est le merde de vous, là. C'est quoi? Ouais, c'est celui qui paye pas, que tout le monde paye pour lui. Bah, si vous êtes maire, si vous raisonnez comme ça, vous avez un problème dans votre tête, il faut vous soigner. Il m'a fait la gueule pendant je sais pas combien de temps. Il m'a empêché d'aller dans la commission de recours ultime. Parce que je défendais les mauvais payeurs, les mauvais coucheurs. Alors, dernier problème, quand tu veux avoir quand tu demandes à la mairie, au CCAS, une aide sociale, tu ne dois pas dépasser un certain seuil. C'est la moyenne économique. On m'a parlé de ça, donc, ils prennent tous les revenus qu'il y a dans le foyer, et tout ce qu'il y a à payer, et ils divisent par 30 ou 31 jours de mois. Donc, la moyenne économique pour une personne seule qui fait une demande d'aide sociale, il ne faut pas qu'elle dépasse actuellement 7,50 € par jour. Si elle est à 7,50 €, c'est même pas la peine qu'elle fait une demande d'emploi, elle l'aura. Toutes dépenses comprises. Ouais. 7,80 € pour une personne. Non mais. On marche sur la tête, là, c'est pas possible. Vous voyez, donc, nos revendications, un revenu décent garanti sur la base du SMIC, un SMIC qui va valider, interdiction immédiate des expulsions, le droit à la santé pour tous, avec l'extension de la CMU jusqu'au SMIC, hein, et un revenu pour les jeunes. Merci beaucoup à Serge et aux autres aussi, bien sûr. Mais tu vois, Max, je suis très touchée par ces militants qui accompagnent des gens qui sont sur le terrain tous les jours, depuis des années, des décennies même, et qui lâchent pas. Et qui pourtant, en fait, rêveraient juste de voir leurs efforts récompensés, tu vois, voir un bout à tout ça. Et je suis vraiment reconnaissante qui lâchent pas justement et qui nous permettent de nous informer, de continuer pour prendre la relève et surtout continuer, rien lâcher quoi. Et j'ai envie maintenant qu'on écoute Marie-France. Marie-France, on pourrait la qualifier de précaire, on pourrait la qualifier de plein de ces mots-là. J'ai envie de la remercier aussi parce que c'est très difficile d'interviewer des personnes vraiment concernées, touchées par la précarité. Donc elle va nous expliquer un peu sa situation. Mais elle a beaucoup de mérite parce que beaucoup de personnes à qui on demande est-ce que vous voulez bien témoigner parce que on a envie de savoir et justement, comme on disait tout à l'heure, d'humaniser les chiffres, de pouvoir s'identifier, de pouvoir vraiment comprendre de l'intérieur. Il y a beaucoup de pudeur. Il y a beaucoup de honte aussi, qui sont autant de freins complètement construits, qui empêchent un certain nombre de personnes de répondre oui, et de répondre oui, je vais vous parler, je vais vous faire comprendre, je vais témoigner. Donc voilà, Marie-France a accepté de témoigner, on l'écoute. Moi, je sais pas ce que je peux dire, mais pour les logements, c'est très dur pour les logements. Moi, je sais ce que c'est. J'habite un studio, et tout le loyer, il remonte. Chaque année. Chaque année, ouais. C'est normal. Ouais, chaque année. Du coup, Marie-France, par rapport à ce qu'on disait, est-ce que toi aussi, tu as vécu... Moi, j'ai vécu. Est-ce que tu as envie de donner un exemple par rapport à ce que tu as pu vivre C'est dur pour vivre. Ouais.
Avant, tu étais où? Comment ça s'est passé en fait? Tu sais, la transition entre pension belle famille et avant en fait. Comment tu les as connus? Tu vois, Anne-Caroline et tout ça. Moi, quand j'étais quand j'ai sorti d'hôpital, quand j'ai connu, Et qui t'avait mis en relation avec eux? ben, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital. Ah, bah. C'est grâce à eux qui m'ont Parce que trouvé sinon, avant l'hôpital, avant l'hospitalisation, c'était quoi la situation? Ben, je sais pas, je m'aurais retrouvé dans la rue. T'es une femme dans la rue, est-ce qu'il y a quand même des aides? Est-ce que tu pouvais... Ah non, j'avais pas d'aide. Non, j'avais rien. Et tu savais pas où aller le soir? Non. Donc toi, tu as vraiment vécu à la rue? Ouais. Combien de temps ça a duré? Ah, je vais pas rester longtemps. Et comment c'est arrivé en fait? C'était une expulsion? C'était à cause de ma belle-mère et mon copain. Je me suis trouvé à cause dans la rue. On va dire que c'est une expulsion. Parce que ma belle-mère, c'était pour l'argent qu'ils me prenaient. Et c'est comme ça que je me suis trouvé dans la rue. Et là, vous vivez de quoi? Quel revenu vous avez? J'ai l'âge. Et du coup, dans la rue, comment tu fais? Comment tu te débrouilles? Bah, me débrouiller. Quand je dormais dehors, et je me cachais en dessous des arbres pour qu'il n'y ait personne qui nous voit. En fait, il y a aussi les services civiques, hein. Les jeunes filles qui gagnent 600 € par mois, donc elles couchent dans les parkings souterrains et elles se lavent le matin à la piscine pour aller travailler. J'en ai connu plusieurs et ça se passe comme ça, parce qu'avec 600 € on ne peut pas prendre de logement, et en plus que ça dure 9 mois, qu'on ne cotise pas au chômage, qu'on ne cotise pas à la caisse de retraite, ça c'est la pire chose que l'État ait pu faire. C'est-à-dire que c'est même pas dénoncé, personne n'en parle, ça c'est la pire chose qui existe. Ce sont ces personnes, ces jeunes qui sont parfois des bac plus 4 ou 5, hein, on en a connu, hein, et qui se retrouvent vraiment à la rue pendant 9 mois. Et après, au bout de 9 mois, puisque quand on a été dans la rue, on sait très bien qu'on a du mal à s'en sortir. Hein. Surtout qu'il y a des drogués, tout ça, qui promenaient tout ça, et ça fait peur. Ben oui, ça fait peur. Ouais, parce que du coup, en plus, il y a des risques d'agression. Ouais, etc. C'est ça. ouais, c'est ça. Voici l'histoire bien ordinaire qui m'est arrivée cet hiver. Cette histoire c'est un peu la vôtre, car elle n'arrive pas qu'aux autres. Un jour le grand patron m'a dit: vous passerez me voir à mon bureau, monsieur machin, on vous remercie. Et j'ai jamais retrouvé de boulot. Une compression de personnel fut mon dernier cadeau de Noël. Alors tout s'est accéléré, mon existence a basculé. Depuis j'habite rue de nulle part, comme ça m'est tombé dessus. Certains choisissent d'être clochard, moi j'ai pas choisi d'être à la rue. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les règles du grand capital m'ont tout volé, même le vital, le nécessaire avant l'envie. Ma vie est devenue la survie, ma maison c'est un carton d'emballage Ikea. C'est là que je bossais comme un con, avant qu'ils aient plus besoin de moi. J'ai faim marqué sur un panneau, je fais le mendiant dans le métro. Ça fait bizarre, je vous assure, puis voir les gens mais leurs chaussures. Et croyez pas que ça m'amuse de devoir faire le petit numéro du messieurs dames, je m'excuse, une pièce ou un ticket resto. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les grandes vacances toute l'année, et les joies du camping forcé, je vous le souhaite pas, mais méfiez-vous, un jour ça tombera peut-être sur vous. Peut-être qu'un jour ce sera votre tour d'aller crever au pied des tours, l'œil ébloui par la lumière des grands fabricants de misère, les belles multinationales qui font des pauvres et des maudits, des millions de gens qui crèvent la dalle pour la cinglerie du profit. Et quand arrivera l'euro,
vous n'en verrez pas la couleur. Ce sera les mêmes qu'en auront trop, messieurs, mesdames, à votre bon cœur. Ça s'est passé en moins de 6 mois. Avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau avec mes sacs et mon manteau. Alors vous vivrez l'aventure que vivent les nouveaux clodos. Car dans la rue, la vie est dure. La rue ça fait pas de cadeaux. Assis sur le banc de touche, non, vous n'aurez pas le choix. On vous mènera de force à la douche. Et que vous soyez sale ou pas, pour conserver bonne apparence, vous vous raserez tous les matins. Mais les jours de grande affamance, vous volerez les grands magasins. À un feu rouge pour 10 francs, à des gens tous indifférents. Vous serez vendeur du lampadaire, l'hebdomadaire de la galère. Ça s'est passé en moins de 6 mois. Avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau avec mes sacs et mon manteau. Oui mais je sais qu'un jour viendra, un jour le vase débordera, les pauvres on se réunira, voilà ce qui arrivera. En ayant marre d'être cocus, nous les exclus de la galette, on viendra reprendre notre dû, cette fois c'est vous qu'aurez les miettes. Comme il n'y aura pas d'autre solution, on refera la révolution, des millions de pauvres dans la rue, ça peut vous foutre un beau chahut. Et on ira pique-niquer sur les pelouses de l'Élysée. Et ce jour-là, planquer l'artiche, il fera pas bon être trop riche. Ça s'est passé en moins de 6 mois. Avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau avec mes sacs et mon manteau. Les grandes vacances toute l'année et les joies du camping forcé. Je vous le souhaite pas, mais méfiez-vous, un jour ça tombera peut-être sur vous. Éric Toulis sur les ondes de Radio Campus 106,6 pour cette émission Tous Essentiels consacrée aux revenus de base et qui touche presque à sa fin. Oui. Mais c'était bien sympa cette petite table ronde, vous avez rencontré plein de gens. Oui, alors sympa, oui, même si voilà, c'est quand même une réalité assez confrontante. Merci à tous les auditeurs et auditrices qui ont tenu jusque-là et qui ont osé écouter et oui, entendre une certaine réalité que j'espère ils ne rencontrent pas tous les jours. Et j'ai envie qu'on termine quand même par de l'espoir. Au Mouvement français pour le revenu de base, on est en train d'écrire un rapport qu'on appelle le rapport quinquin. Bon, c'est le rapport quinquennat en vrai, mais j'aime bien quinquin. C'est pas petit quinquin. Non, c'est pas petit quinquin. Mais l'idée, c'est de prouver qu'en 5 ans, donc en un quinquennat, on peut installer un revenu de base pour tout le monde. Et donc, pendant cette table ronde, j'ai moi présenté la définition d'un revenu de base, je ne vais pas revenir dessus ici, mais surtout les différents effets globalement des expérimentations. Donc je peux vous les résumer vite fait, vous allez voir comment ça reprend en fait tous les thèmes qu'on a évoqués. D'abord évidemment le premier effet c'est la sécurité matérielle, donc les gens ils ont ce que l'article 25 des droits de l'homme promet, c'est-à-dire la nourriture, un abri, etc. et des soins aussi. Ensuite, directement, on voit un état psychologique, un soulagement psychologique qui s'exprime physiquement aussi, notamment par un meilleur sommeil, notamment par une baisse de la charge mentale, une simplicité, globalement un sentiment de sécurité. Et ça donne une certaine autonomie, puisque chacun, on l'a entendu dans les témoignages, peut sortir de relations non choisies ou qui ne sont plus bénéfiques pour soi. On gagne du coup aussi en acceptation de soi, de l'estime de soi, de l'intégrité physique aussi même ou morale. Et il y a 2 grands effets. Il y a un effet lié plus à l'argent, c'est-à-dire que les gens vont sortir d'achats compulsifs pour aller plus vers de l'investissement grâce à cette nouvelle confiance, non seulement en eux, mais aussi dans les autres et dans l'avenir. Et c'est peut-être pas complètement intuitif, mais ils vont se réapproprier la valeur travail. Et alors on le sent déjà chez les jeunes générations d'aujourd'hui qui cherchent beaucoup de sens à leur emploi et qui ont besoin de contribuer. C'est ce qui ressort de toutes les personnes que je peux croiser
dans les manifs ou dans même dans les braderies, etc. Et donc tout ça fait qu'il y aura une nouvelle dynamique économique, ça les expérimentations nous le prouvent, parce que ce besoin de liberté va rejoindre le besoin aussi d'expression de soi, et avec une certaine flexibilité, puisque chacun va pouvoir choisir son emploi aussi en lien avec, en équilibre avec sa vie personnelle, ses aspirations. Tu veux nous dire par là que le ruissellement du bas vers le haut, ça marche mieux que du haut vers le bas? Oui, c'est exactement ça. Et alors, il y a certains publics qui sont particulièrement touchés par ce bonus, par ces bénéfices. C'est les jeunes, puisque les jeunes vont pouvoir s'émanciper à leur rythme en choisissant les liens avec la famille, réciproquement. Les femmes, pareil, aussi au niveau du couple. Et les territoires ruraux. On voit qu'il y a une revitalité des territoires ruraux. Et la deuxième grande branche d'effet, c'est tout ce qui est, du coup, à partir de la confiance en soi, il y a aussi une confiance dans l'autre et dans les autres, dans le collectif, comme un nouveau contrat social qui se tisse, et une nouvelle cohésion avec plus de justice, plus de paix aussi à l'intérieur de soi, mais aussi avec les autres. Et tout ça favorise l'engagement citoyen. On voit que ce temps libéré, potentiellement, va renforcer le sentiment d'appartenance, va redonner envie à la coopération et au partage, mais librement choisi, et donc beaucoup plus goûtu. Eh bien... Quel programme! Quel programme! Votez pour moi. Alors, pour ceux qui voudraient nous suivre, sachez que ce mois-ci, le 12 décembre 2025, va se réunir à Paris les Revenus de base Awards. Et oui, l'association européenne organise chaque année dans un des pays européens, et cette année, c'est la France, une remise des prix. Donc, il y a un vrai gala. Alors moi, j'ai l'honneur de faire partie des nominés. Je ne serai sans doute pas lauréate, mais je vais co-faciliter cette soirée de gala. Et donc voilà, donc si vous voulez, vous retrouverez la vidéo. Alors soit vous allez directement à Paris, vous retrouverez le lien à l'invitation sur le site revenusdebase.info. Donc je répète, le vendredi 12 décembre, donc c'est à partir du fin d'après-midi, et rencontrer différentes personnes de différents bords politiques en France qui défendent l'idée d'un revenu de base et différentes versions, et aussi des Européens. Voilà, donc c'est un moment assez touchant, je pense, où on va se faire du bien, on va se requinquer, se redonner du boost pour mieux diffuser. Tu as déjà eu l'occasion de participer à cette réunion les années précédentes? Ah non, c'est vraiment parce que ça se fait en France et non, puis mon anglais, comment dire. Voilà. Nice to meet you. C'est déjà pas mal. Et Basic Income, si, ça je connais. Donc bienvenue à tous. Voilà, et puis on peut également se retrouver le mardi, le mardi deuxième juste mardi avant. De chaque ça mois. va être le mardi juste avant, alors du coup, ça, si je calcule bien. Non, je crois que c'est juste après. C'est celui d'après. Ok, d'accord, ça marche. Au Café Citoyen. Au Café Citoyen, c'est ça. Virginie, du coup, merci beaucoup pour toutes ces informations, etc. Et puis là, il nous reste une petite minute. Peut-être tu as des choses à dire sur la petite minute qui nous reste. J'ai envie de te remercier pour tout le travail que tu fais, pour déjà toutes les émissions d'habitude, et surtout pour celle-ci, parce qu'elle était particulière. Réussir à rendre audible cette conférence, cette table ronde, c'était un défi. Merci à toi, et merci aux auditrices et auditeurs qui ont fait l'effort d'écouter, parce que voilà, c'était vraiment important pour moi, pour nous, à Prune, de partager ces témoignages. Eh bien, alors, rendez-vous le mois prochain. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Ciao, ciao. Au revoir à toutes et tous. Bonne fin d'année. Je les connais souvent, je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel. Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes. Le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens. Moi je suis le monde de la nuit, une boîte, une discothèque. Chez moi on s'enlève de la tête tous les soucis. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel. Ah, ah.
essentiel. Joue, joue. Faire ses courses à Auchan, engraisser Amazon, pendant que crèvent des honnêtes gens avec leur môme. Métro, boulot, dodo, ça va bien un moment. Les hommes ne sont pas des machines que l'on confine. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel. Je suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes